Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar il est derrière. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet très spécifique qui est souvent revenu dans les questions et dans les messages privés que vous m'avez envoyés, c'est la distillation et les types d'alambic. Bien évidemment, nous allons parler aujourd'hui ici de distillation dans le monde du rhum et d'alambic dans le monde du rhum. Même si on voit qu'il y a énormément de similitudes avec d'autres spiritueux, nous parlons aujourd'hui bien de notre alcool favori qui est le jus de canne à sucre. Alors on va faire un petit rappel qui peut paraître peut-être un petit peu idiot comme ça, mais le rhum, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le rhum, c'est fait à base de canne à sucre. La canne à sucre, c'est l'ingrédient principal du rhum. Là, ici, j'en ai deux jolis exemplaires qui sont complètement séchés, donc qui ressemblent, enfin voilà, qui sont séchés, donc on n'est pas du tout sur de la belle canne bien fraîche et tout, mais voilà à quoi ça peut ressembler visuellement. Donc soit nous avons affaire à un rhum dit industriel qui est donc fait à base de mélasse, qui est une espèce de caramel un petit peu odorant qui sent très fort, qui est issu vraiment du résidu de l'industrie sucrière. Soit nous avons le rhum de pur jus dans lequel on peut retrouver les rhums agricoles, AOC Martinique ou AOP Guadeloupe, etc. Et donc le pur jus, eh ben, c'est le jus de canne à sucre qui est directement pressé et qui coule directement. C'est fait à base de ce jus de canne à sucre. Après avoir obtenu donc notre matière première, que ce soit le pur jus ou que ce soit de la mélasse, eh bien vient l'étape de la fermentation. Ça permet de transformer notre matière première en alcool. Et puis arrive donc l'étape de la distillation, celle sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui, où on sépare l'eau et l'alcool. Le rhum ainsi obtenu, il titre généralement aux alentours de 70 degrés, ça peut monter plus. À ce moment-là, avant d'être embouteillé, on va faire ce qu'on appelle la réduction avec de l'eau. Donc c'est pour ça souvent qu'on a des distilleries qui sont à côté de rivières, de sources d'eau assez pure ou assez naturelle. Et on va faire donc cette réduction et on va ramener notre rhum, au lieu d'être à 70, 80, 90 degrés, on va revenir le ramener autour de 40 degrés généralement. Et donc c'est à ce moment-là que soit on fait sortir un rhum blanc, donc comme ce magnifique l'Esprit, bon lui qui est directement à 70 degrés puisqu'on est sur un brut de colonne, ou eh bien on commence à faire vieillir notre rhum. Donc là par exemple j'ai un Barbados, un Last Word, donc on peut commencer à faire vieillir notre rhum blanc dans des fûts, peu importe les fûts qu'on utilise, et le laisser vieillir pour donner quelque chose de plus travaillé, de plus fin, avec des finishes, etc. Alors la distillation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le procédé donc de séparer plusieurs composants l'un de l'autre, notamment avec l'ébullition, donc lorsqu'on va chauffer, pour pouvoir obtenir ce que l'on a envie par rapport à notre matière première de base. Donc autrement dit, c'est la succession d'une évaporation, d'une chauffe, on va chauffer, et d'une condensation, donc d'un refroidissement. Donc quand on va chauffer, ça va nous permettre de pouvoir séparer les éléments, et généralement c'est du plus volatile au moins volatile. Alors on a un certain degré qu'on va utiliser pour la chauffe pour séparer l'alcool et l'eau, et ça va nous permettre, selon le degré qu'on va utiliser, de séparer certains éléments dont on ne veut pas tout simplement retrouver ce qu'on ne veut pas retrouver dans notre rhum. Donc on va chercher le degré exact, et par rapport à ça, ça va nous permettre de trouver une température d'ébullition pour retrouver certains composants qu'on a envie et d'autres qu'on ne veut pas, donc ça va nous permettre de les rejeter. Donc la distillation, c'est un petit peu l'ADN du rhum parce que c'est ce qui va nous donner en fait un rhum soit léger ou lourd selon notre degré d'évaporation, notre degré de chauffe, puisqu'on va garder plus ou moins d'éléments volatiles, plus ou moins de composants aromatiques. Donc on aura vraiment ce côté, ce rhum léger ou ce rhum lourd, c'est grâce à ces composants et grâce à cette chauffe qu'on va utiliser. La distillation, elle va aussi avoir un impact sur la texture de notre rhum lorsqu'on l'a en bouche.
Alors, dans la distillation, on utilise différents types d'alambics. Il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Il y en a qui sont faits main, qui sont faits maison, qui sont de toute petite taille, qui pourraient tenir sur ma table ici. Il y en a d'autres qui sont énormes, qui tiennent dans des hangars, qui sont très longs ou très hauts, comme les colonnes de distillation. Et en fait, c'est vraiment ce qui fait un petit peu la magie de ce monde-là. Aujourd'hui, on a des alambics qui sont beaucoup plus sophistiqués, des fois beaucoup plus grands, qui permettent des rendements beaucoup plus importants. C'est vrai que quand on remonte un petit peu dans le temps, on avait des choses des fois qui étaient beaucoup plus petites, beaucoup plus fait maison, beaucoup moins précis. Alors la distillation, on peut la classer vraiment en deux parties. On a la partie discontinue, une distillation discontinue, qui est en fait une distillation qui va se faire en alambic, en pot still, comme on dit en anglais, vous retrouvez souvent ce terme, ou alors on va avoir la distillation continue. La distillation continue, elle se fait, elle, dans des colonnes à distiller ou des colonnes de distillation. La distillation discontinue, c'est en fait le procédé de faire plusieurs passes dans notre alambic. C'est-à-dire qu'on va mettre notre matière première, on va chauffer, on va recueillir notre distillat, notre eau de vie, et on va vider cet alambic, le nettoyer, et ensuite on va revenir refaire une seconde passe, un deuxième passage dans notre alambic. C'est pour ça qu'on appelle ça du discontinu. Sur la première passe, on va recueillir une eau de vie entre 20, 25 et 30, 35 degrés d'alcool. La deuxième passe, elle, par contre, va nous faire atteindre notre rhum à plus de 70 degrés. On peut même atteindre, des fois, 90 voire 95 degrés, et là on est sur des rhums très légers. Alors on va recueillir séparément trois éléments, les éléments de tête qui sont les plus légers. On va retrouver des choses acides, des choses toxiques, notamment du méthanol, de l'éther, ce genre de choses, donc qu'on ne veut pas du tout avoir dans notre rhum final. Ensuite, on va avoir donc le cœur, la chauffe, la bonne chauffe. C'est en fait le consommable. C'est-à-dire que là, c'est vraiment comme on le dit, le cœur de notre rhum. C'est là qu'on va avoir tous les arômes et c'est ce que vous allez boire après dans votre bouteille. Et on va retrouver à la fin des produits de queue, donc généralement en fin de distillation, où là, on va retrouver souvent les éléments les moins volatiles, les plus lourds, et généralement, on va les écarter aussi. Et tout à la fin de cette distillation, on obtient aussi des vinasses, qu'on ne va pas utiliser puisqu'il n'y a plus d'alcool dedans, mais par contre il y a des arômes souvent qu'on veut écarter, très très aigres, très acides. Les premiers alambics, ils étaient beaucoup moins précis que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des choses avec des colonnes de rectification, on a des manières de trouver les degrés exacts vraiment qu'on va vouloir utiliser. Ils sont beaucoup plus précis, ces alambics, ils ont un rendement qui est beaucoup plus important. Donc on va avoir des choses qui vont pouvoir être beaucoup plus travaillées et on va vouloir de fois chercher le petit composant aromatique qu'on a envie de retrouver à chaque fois dans notre distillat, alors qu'avant c'est vrai que on tâtonnait peut-être un petit peu plus. Ça fait partie de la technologie et des joies de ce qu'on a aujourd'hui. Alors les alambics, ils sont généralement en cuivre. Là d'ailleurs, sur le petit lassoir, on voit un alambic qui est dessiné sur l'étiquette. Des fois, c'est vrai qu'on en a sur les étiquettes de bouteilles. Généralement en cuivre parce qu'en fait, c'est un effet catalysant. Ça améliore en fait les réactions chimiques pour le rendement donc de notre eau de vie. Et les alambics ont souvent cette forme spécifique avec des becs de cygne. Donc la forme de notre alambic, elle permet en fait de faire passer la vapeur tout simplement à l'intérieur, d'être en contact avec toute les parois de l'alambic. Et des fois, on trouve des alambics qui sont pas en cuivre, mais qui sont en inox. Ça peut exister puisque les effets se rapprochent du cuivre. Ensuite, nous avons donc la distillation continue. Alors elle se fait dans des colonnes à distillation, des colonnes à distiller, munies de différents plateaux, plus ou moins hautes, selon les colonnes que vous allez avoir. Et en fait, eh bien, ça permet d'avoir un degré de chauffe, pas du tout comme ce qu'on a dans les alambics, mais un degré continu et constant. C'est pour ça qu'on appelle ça donc de la distillation continue. Le degré d'alcool, en fait, de notre distillat, il est constant du début à la fin de la procédure. La vapeur est injectée en bas de nos colonnes de distillation et le mou, donc notre pur jus ou notre mélasse, la
matière première, elle est injectée en haut de la colonne et ça va descendre donc sur différents plateaux et ça va se rencontrer et donc ça va commencer à barboter, comme on dit, à l'intérieur de notre colonne de distillation. L'alcool et les composants aromatiques, ils vont remonter par évaporation. Les premiers plateaux, ils sont dédiés à la concentration, donc on va avoir un alcool qui va sortir d'ici à plus de 60-70 degrés. Ça peut atteindre, comme sur les alambics, comme sur la distillation discontinue, des alcools peuvent atteindre quasiment 90, voire un petit peu plus que 90 degrés. Un petit peu comme sur le principe des alambics, les plateaux, généralement la tête, le haut est généralement fait en cuivre, et dans les parties basses, on va retrouver l'évaporation, en fait tout ce qu'on n'a pas envie d'avoir, tout ce qui va être les vinasses qui vont sortir tout en bas de notre colonne à distiller et tous les composants beaucoup plus lourds qu'on a envie justement d'extraire de notre rhum, qu'on ne veut pas retrouver à l'intérieur de notre rhum. Alors pour maximiser la concentration d'alcool, on a des colonnes aujourd'hui qui sont beaucoup plus hautes. C'est un petit peu comme les alambics. Avant on avait des alambics un petit peu moins précis, aujourd'hui on a des colonnes plus précises. Des fois même on a des doubles colonnes de distillation. Généralement, plus on a de colonnes, des fois on a même des multicolonnes, plus on va avoir des rhums légers et assez neutres. Alors que quand on va se concentrer sur une seule et principale colonne, on va souvent garder beaucoup d'aromatiques dans notre rhum, ça va être très concentré. Alors on va lister un petit peu les différents types de colonnes et d'alambics qui existent. C'est pas une liste forcément exhaustive, mais c'est on va dire les principaux que vous pouvez retrouver, qu'on va vous donner, en sachant que c'est pareil, il y a une pléthore vraiment d'outils différents qui existent selon les pays, selon les distilleries. Voilà, ça peut être extrêmement différent et on en a aujourd'hui qui sont beaucoup plus modernes que d'autres. Il y en a qui sont restés encore un petit peu en arrière, mais du coup c'est ce qui permet aussi d'avoir cette diversité dans le monde du rhum, comme on l'expliquait au début de la vidéo. On a les colonnes simples en cuivre, les colonnes à distillation, souvent qui peuvent être dites créoles, qui nous font des rhums relativement classiques, mais des rhums très chargés en aromatiques, très concentrés. On les trouve Martinique, Guadeloupe, Guyane française et on en a aussi chez Savannah par exemple sur l'île de la Réunion. On a les alambics à repas, ces deux colonnes, qui nous font des rhums souvent très lourds, qu'on va retrouver par exemple en Jamaïque. On les retrouve aussi à la Barbade, où on a des mélanges donc, de rhum de colonne et d'alambic. Pour citer des distilleries, on a Moongay et Foursquare, par exemple, ou alors on a Appleton Estate en Jamaïque. On a aussi la double colonne en acier à Antigua, chez English Harbor. Chez Demerara Distillers en Guyana, donc en Guyane britannique, anglaise, on retrouve des colonnes beaucoup plus anciennes, mais on a aussi des plus modernes et ils ont même des multicolonnes, puisque c'est vraiment une très grosse distillerie. Et pour la petite histoire, on retrouvait même chez eux, fut un temps, des alambics en bois. Donc c'était très spécifique, puisque forcément le bois va avoir une incidence complètement différente du métal, de l'inox ou du cuivre, puisque ça va retenir des propriétés et ça va en donner d'autres. Et puis avec différents rhums que tu vas mettre dedans, même il y en a qui vont s'imprégner d'autres. On a Trinidad Distillers qui eux ont une installation de 5 colonnes, 5. Qui est l'unique distillerie encore existante à Trinidad et Tobago d'ailleurs. Et donc leur jus, on le retrouve chez Compagnie des Indes, Kildeville notamment pour les embouteilleurs indépendants, et évidemment chez Angostura. On a Diplomatico qui eux aussi ont un panel d'armement gigantesque. On retrouve des anciens alambics, mais aussi des nouvelles gigantesques colonnes pour faire notamment leur rhum blanc. C'est ce qui leur permet vraiment d'avoir cette gamme complètement différente. Des fois, en ce moment, vous avez des Diplomatico qui n'ont rien à voir avec d'autres. C'est parce qu'ils ont vraiment des outils complètement différents selon les rhums qu'ils ont envie de faire, les gammes qu'ils ont envie de faire. Et ils ont aussi notamment un batch kettle ou kettle, ça dépend comment vous le prononcez, qui est relativement rare et qu'on retrouve plutôt dans le monde du rhum, qu'on retrouve plutôt notamment dans le monde du whisky.
C'est comme le système discontinu des alambics, mais au lieu d'avoir nos becs de cygne, nos retors, on va retrouver des colonnes, en fait, des mini-colonnes, des petites colonnes dessus pour faire passer notre vapeur. Et c'est dans ces colonnes en fait qu'a lieu vraiment la séparation entre les différents éléments qu'on a envie de retrouver, et a priori c'est beaucoup plus précis que ce qu'on pourrait avoir sur des alambics traditionnels. On retrouve aussi des alambics un petit peu hybrides avec des mini-colonnes, comme notamment ce qu'on a retrouvé dans la marque Rom Rom, qui était chez Biel pour leur première bouteille. Rom Rom, très recherché dans le milieu du rhum, on le sait. Enfin, il existe alors beaucoup d'autres choses, mais je peux quand même noter qu'on a les alambics sous vide. C'est très spécifique et c'est généralement dédié à tout ce qui va être parfumerie ou huile essentielle. En fait, ça va chauffer vraiment moins fort et ça va permettre de garder beaucoup plus de propriétés aromatiques. C'est utilisé un petit peu dans le whisky et un tout petit peu dans le rhum. C'est relativement rare et c'est souvent des petites quantités. Alors pour conclure, vous avez bien vu qu'il existe une multitude vraiment d'alambics différents. Et moi, ce que je vous ai cité aujourd'hui, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres endroits avec des alambics complètement hybrides, complètement faits à la main, comme je le disais. On a des choses qu'on ne connaît pas, que moi je ne connais pas en tout cas, ou des petites choses qui sont utilisées dont on n'a pas les caractéristiques exactes. C'est vraiment un monde magnifique que le monde du rhum. C'est vraiment cette diversité, comme on le redit, qui vient de ce fait que chacun le fait différemment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on retrouve toutes ces manières et d'autres manières de distiller encore du rhum dans, par exemple, la cachaça, les clarins ou encore les purs jus qu'on retrouve sur les îles de Madère. Donc voilà, on a des procédés de fabrication complètement différents selon les régions, les pays, les endroits sur Terre. Et même avec des procédés de distillation complètement similaires, avec la même canne à sucre, vous allez prendre 2 maîtres distillateurs différents, ils vont faire leur réglage différemment sur leur machine et vous obtiendrez un distillat, un rhum final plus tard, qui peut être différent, un peu plus léger, un peu plus lourd, une texture différente, des arômes différents, parce que c'est aussi ça le savoir-faire, c'est aussi ça la diversité, et c'est aussi ça ce qui fait qu'on aime ce monde du rhum, et puis que chacun a sa manière de faire. C'est aussi pour ça que des fois on est complètement perdu dans le monde du rhum. On va retrouver des choses agricoles, on va goûter et puis on va en goûter un autre, on va se dire mais c'est pas du tout la même chose, alors que pourtant les parcelles ont l'air d'être les mêmes. On va retrouver des mélasses complètement différents, des purs jus, des bruts d'alambic, des bruts de colonne qui titrent à plus de 70 degrés, des blancs, des vieux, mais c'est ça qui fait la magie en fait du monde du rhum, c'est cette diversité tout simplement. Donc pour conclure, il n'y a pas de procédé unique de faire du rhum, tu l'as vu aujourd'hui à travers les différents types d'outils qu'on peut avoir sur la distillation, et surtout il n'y en a pas un spécifiquement à privilégier. Il n'y a pas pour moi un procédé qui est plus parfait que les autres. Il y en a qui sont peut-être plus qualitatifs, mais il y en a où des fois tu as des surprises dedans. Donc voilà, on est sur un monde extrêmement vaste qui est le monde du rhum. Donc je finirai comme à peu près toutes mes vidéos sur le mot plaisir. Prends du plaisir tout simplement en dégustant ton rhum. Que tu sois novice, que tu sois un vétéran dans le monde du rhum, que tu aimes le whisky, que tu aimes... Il faut prendre du plaisir à boire ton rhum. Tout simplement, qu'il soit lourd, qu'il soit léger, qu'il soit été fait dans un alambic, qu'il ait été fait dans des colonnes de distillation, qu'il ait été fait à Madère, qu'il ait été fait au Portugal, qu'il ait été fait en Afrique du Sud, qu'il ait été fait en Jamaïque. Tant que tu prends du plaisir, je pense que c'est le principal. Et être un petit peu curieux, je pense que c'est quand même bien, parce qu'on est dans un monde, comme on l'a dit, qui est très vaste.
Merci à toi Peuple du Rhum d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, venir sur le compte Facebook, le compte Instagram. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle a été beaucoup demandée. Ça m'a pris du temps à la réaliser. Le montage va prendre aussi beaucoup de temps. Merci beaucoup à Damien et à Nico qui m'ont donné des corrections, qui m'ont aiguillé un petit peu là-dessus aussi, qui m'ont permis d'être peut-être un petit peu plus technique. Même si on est resté sur des choses relativement simples, qu'on aurait pu aller plus loin, mais je pense que c'est déjà très bien pour cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.